Je vous propose de recommencer, pile à l'heure ou presque. On voulait pas que toute la conférence, tout le forum soit consacré au Covid, même si in fine il est partout. Mais on s'est dit on ne peut pas ne pas quand même essayer d'y voir plus clair sur le passé, surtout les perspectives de cette pandémie. Donc merci à Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur, donc qui a accepté de nous faire une keynote, donc un quart d'heure. Et vous vous êtes posé à vous-même la question, et si je devais retenir qu'une chose, et vous allez y répondre. Et puis, vous nous direz peut-être ce qu'il en est de la 8e vague. Et puis, peut-être en conclusion aussi, est-ce que vous partagez les propos du directeur de l'OMS qui paraissait assez optimiste? Voilà, on vous écoute. Bien, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation à ce forum. Je suis très heureux d'être avec vous. Alors effectivement, l'avantage d'une keynote de 15 minutes, c'est qu'on peut faire passer finalement très peu de messages. Et je me suis posé la question, moi en tant qu'épidémiologiste, si je ne devais retenir qu'une chose des 2 années qui viennent de s'écouler, qu'est-ce que je retiendrais pour la prochaine? Parce que malheureusement, toutes les conditions d'émergence d'un nouveau virus grippal ou d'un nouveau bêta-coronavirus sont présentes à l'identique. Donc il ne faut pas se voiler trop la face. Il y a déjà eu 2 pandémies liées à des bêta-coronavirus au XXIe siècle, l'une liée à un virus grippal. Et il faut quand même réfléchir à la prochaine et tirer donc les leçons de ce qu'on a appris. Alors, je vais commencer avec une diapo un peu chargée, mais qui, pour moi, est vraiment importante. C'est un travail qu'on a fait avec Simon Kochmez, qu'on a publié dans le Lancet, à l'issue de la première vague, où on a regardé par région, donc vous avez les 13 régions françaises ici, la courbe des hospitalisations, des admissions à l'hôpital, autour du premier confinement, de la date du 17 mars. Alors vous avez les 13 régions, vous avez ici cette ligne verticale rouge, c'est la date du confinement, le 17 mars. Et ce que vous observez déjà, qui est intéressant, c'est que globalement, à plus ou moins un jour près, le pic des hospitalisations est atteint 11 jours après le confinement. Donc ça nous apprend que mécaniquement, quand même, le confinement a marché. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont nous dire dans quelques semaines ou mois ou années que le confinement finalement ne servait à rien. Dans toutes les régions, 11 jours plus tard, la courbe des hospitalisations a baissé. 11 jours, c'est la durée moyenne d'incubation entre le moment où vous êtes infecté et le moment où vous développez des symptômes graves qui vous conduisent à l'hôpital, quand vous devez être hospitalisé, à peu près 3% des personnes. Donc ça colle quand même très bien. Mais ce n'est pas le seul message de cette diapo. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'observer que finalement, on voit que les 13 régions étaient dans une dynamique exponentielle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'endroit en France qui n'était pas préservé. Toutes les régions étaient touchées. Alors attention, les échelles ne sont pas les mêmes. Bien sûr, le Grand Est qui est ici et l'Île-de-France qui ont été les 2 régions les plus touchées. Vous voyez que l'échelle va de 0 à 10. Donc là, on est sur le nombre d'hospitalisations pour 100 000 personnes. Mais toutes les courbes sont en exponentielle. Et si je prends la Bretagne, qui était la région la moins touchée, donc vous voyez que là, l'échelle va de 0 à 1,5, on a quand même une exponentielle. Et on a pris un seuil arbitraire à une hospitalisation pour 100 000 habitants, où là, on peut dire les choses commencent vraiment à chauffer. Et quand on regarde le Grand Est, on voit que ce seuil a été franchi le 8 mars. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en Bretagne, ce seuil a été franchi 15 jours plus tard, le 23 mars. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que toute la France était en train de partir en vrille, qu'il y avait seulement 15 jours de décalage entre le Grand Est qui a été le premier touché et la Bretagne qui était préservée, et que s'il n'y avait pas eu de confinement, la Bretagne, une semaine plus tard, se retrouvait dans le même état que le Grand Est. Donc le fait d'avoir confiné toute la France à ce moment-là était très important, parce qu'on a préservé toute la façade ouest de la France. Ça a permis en plus, parce qu'on avait ces systèmes de transport de patients qui sont assez uniques à la France, qui avaient été mis en place dans des plans Vigipirate antiterroristes post-Bataclan, qui transportaient des patients très lourds par train, par avion, par hélicoptère, a permis de transférer des patients de l'Est de la France vers l'Ouest de la France, où les réa étaient encore préservés, et a permis aux réanimateurs et aux infectiologistes de l'Ouest de la France d'aller travailler dans l'Est de la France. Donc on a eu en plus une prise en charge optimisée des patients, mais vraiment le message ici, c'est de vous dire qu'en fait toute la France était en feu, sans qu'on s'en rende compte, simplement à des degrés divers, et qu'il n'y avait que 15 jours de décalage entre la Bretagne et l'Est de la France. Mais cette décision donc, de confiner a évidemment été efficace, parce que mécaniquement on a coupé les contacts entre les personnes, mais surtout était nécessaire à l'échelle du pays, et c'est très important. Ce qui veut dire que quand on regarde la diapo suivante, qui est toujours le travail de l'équipe de Simon Kochmez, qui faisait un peu le bilan post-première vague de qu'est-ce qui
quelle proportion de la population a été touchée par modélisation en repartant de ces courbes d'hospitalisation. Ils ont pu montrer que globalement 5% de la France avait été infectée, mais évidemment beaucoup plus quand vous étiez en Île-de-France et dans le Grand Est, on est plutôt vers les 15%, et beaucoup moins quand on était dans les régions plus à l'ouest, où là on était plutôt au niveau de 2-3% de la population infectée. Mais en fait, on a protégé toute la façade ouest de la France avec le confinement. Alors on en savait plus sur le fameux nombre de reproductions que vous connaissez tous aujourd'hui, le nombre de cas secondaires par personne infectée, autour de 3. Et ce que nous dit la théorie épidémiologique dans des modèles extrêmement simples, c'est que quand vous avez un nombre de reproduction de 3, eh bien, le moment où le virus s'arrêtera de circuler de façon épidémique sera atteint quand vous aurez les 2/3 de la population qui a été infectée. C'était l'époque où on croyait encore que la protection serait durable. On sait aujourd'hui malheureusement que ce chiffre ne tient pas parce qu'on perd de sa protection avec le temps. Mais voilà, on en était déjà sorti de la première vague en se disant, dans les meilleures hypothèses, avec une immunité durable, il faut que les 2/3 de la population soient infectés pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. Et cette première vague qui a été extrêmement douloureuse, on n'avait fait que 5%. On n'avait fait que le tout début du chemin. Et malheureusement, et je salue Jean-François Delfrécy qui nous a rejoints et avec qui j'ai évidemment beaucoup travaillé pendant les 2 années et demie qui viennent de s'écouler, on avait cette conviction entre nous qu'on n'en était qu'au début. Et qu'effectivement, toute la période du confinement nous a permis de travailler sur la préparation de la sortie, de ce qu'on pouvait mettre en place pendant ce moment un peu figé, mais que c'était loin d'être la fin de l'histoire. Alors la suite, vous la connaissez tous, on arrive en septembre-octobre 2020 et on avait vu dès le début août qu'il y avait un taux de croissance à 30% à peu près du nombre d'infections. Et ici, sur une courbe qui est faite par l'équipe de Simon Cochemez et qui était mise en ligne, qui permettait donc de voir en temps réel comment progressait l'épidémie, vers la mi-octobre, vous avez l'observé qui apparaît avec ces points. On voyait très bien qu'on partait sur une trajectoire où si rien n'était fait, on atteindrait les limites possibles. Là, c'était ici la courbe de rien n'est fait de ce que le système de santé en soins intensifs peut prendre. On est sur les lits d'hospitalisation réanimatoire. Il y en a 6 000 en France. Ça peut monter à 10-12 000, mais pas beaucoup plus. Et puis, si les conditions climatiques étaient plus mauvaises, ça pouvait aller plus haut. Et si on prenait des mesures, type couvre-feu, fermeture, etc., vous connaissez tout ça, on arrivait à infléchir. Donc ça, c'est vraiment des projections à partir d'une situation donnée, selon différents scénarios. Et c'est un peu ainsi qu'on a fonctionné. Et toute l'idée, finalement, c'est de se dire comment cette modélisation peut nous aider à anticiper sur la suite. Alors, une fois de plus, 15 minutes, c'est très court. Je vais faire un énorme saut 2 ans plus tard pour vous dire finalement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 2 années de façon extrêmement simpliste. Alors le critère utilisé ici, c'est l'excès de mortalité, toutes causes confondues. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à savoir si les gens sont morts de la Covid ou d'autres choses. D'abord parce que vous savez que c'est une définition qui est un peu arbitraire. On a des gens qui ont été infectés, hospitalisés, mais sans que nécessairement l'infection soit la cause de l'hospitalisation. Il y a ceux qui sont effectivement hospitalisés pour la Covid et qui peuvent en décéder. Puis il y a aussi tout l'impact que cette épidémie a eu sur le système de soins, des déprogrammations. Il y a eu des gens qui n'ont pas pu être pris en charge quand les hôpitaux étaient saturés, encore que je pense à rester très limité. Mais finalement, ce critère est plus simple. Et puis surtout, il a l'avantage d'être partagé par tous les pays. On est tous d'accord sur la définition mort-vivant. Donc là, il n'y a pas d'argumentation sur comment est-ce qu'on classe les personnes. Et là, vous avez finalement 2 ans d'épidémie, 2 ans et demi qui sont résumés en excès de mortalité par million d'habitants avec les pays de l'Europe. J'ai rajouté les États-Unis en haut pour vous rappeler ce que vous savez déjà, c'est qu'il y a un niveau d'excès de mortalité très élevé aux États-Unis, à la fois parce que les politiques selon les gouvernorats ont pu changer, mais aussi parce qu'ils ont une population de gens avec comorbidité très élevée. Ce qu'on observe globalement, c'est que on a les pays scandinaves et l'Irlande qui bénéficient peut-être de sa situation un peu insulaire, qui s'en sont mieux sortis, avec des pays qui, c'est vrai, ont des densités de population beaucoup plus faibles, qui se traduisent même au niveau du nombre de personnes par habitation. Et puis, il y a toute une série d'autres pays qui ont vécu ces vagues qu'on voit bien par ces bosses à différents moments. Les grands pays d'Europe de l'Ouest, que sont l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, on est sur des ratios qui vont de 1 à presque 2 entre les excès de mortalité. Et la France, finalement, s'en sort pas si mal. On avait commencé un peu moins bien que l'Allemagne. Et puis, sur le long terme, on est arrivé à des chiffres qui sont assez raisonnables.
Maintenant, le message de cette diapositive, il est dans la suivante, qui est le Danemark. Le Danemark, pour moi, a été le pays exemplaire depuis le début de cette épidémie, et c'est là où je vais faire la jonction avec la première diapo que je vous ai faite. Le Danemark a toujours été dans l'anticipation. Le 11 mars 2020, la Première ministre est allée à la télévision pour lancer des mesures qui allaient mener au confinement, donc à peu près une semaine avant la plupart des autres pays européens. Je ne parle pas de l'Italie qui avait confiné début mars dans une situation très particulière dans le nord de l'Italie. Ils n'avaient que 10 hospitalisations ce jour-là, recensées, et ils ont été en confinement. Et à chaque fois, quand vous reprenez l'histoire des différentes vagues épidémiques, les Danois ont confiné très tôt. Et ils ont confiné très tôt, ce qui leur a permis d'éviter de remplir leurs hôpitaux. Et quand la situation s'était stabilisée en Europe de façon un peu plus générale, parce que les pays européens avaient fini par suivre et à confiner, finalement, ils ont pu réouvrir, et ils ont toujours réouvert très tôt. Par exemple, ils ont réouvert à partir du 15 avril. Nous, c'était le 11 mai. Alors, progressivement, il ne faut pas croire non plus qu'ils sont partis tout de suite là, mais ils ont confiné très tôt, ils ont réouvert plus tôt, et ils l'ont fait tout du long, si bien qu'ils ont finalement peu rempli leurs hôpitaux, et ils étaient dans une situation sanitaire beaucoup plus facile à gérer. Ça a été possible parce qu'il existe au Danemark un niveau de confiance entre les scientifiques, la population et les politiques qui est absolument unique. Et en fait, quand les scientifiques disaient aux politiques, les modélisations telles que je vous ai les montrées nous disent qu'on va dans le mur, les politiques les croyaient, et les politiques pouvaient dire à la population « il ne se passe rien autour de vous, mais on va quand même prendre des mesures fortes parce que ça va arriver », et la population suivait. Et ça, c'est un niveau de confiance réciproque qui existait entre ces trois corps qui est unique au Danemark. Il ne faut pas se leurrer, c'est les seuls peut-être en Europe. On sait pas la France qui soit particulièrement dans une situation difficile. Tous les pays ont connu les mêmes difficultés qu'on a connues. Mais eux ont pu mettre en place cette politique d'anticipation. Et ça a remarquablement bien fonctionné dans cette gestion d'épidémie. Et je termine avec une dernière diapo qui est... bon, alors ça, c'est quand les épidémios commencent à faire de l'économie. Il faut se méfier un petit peu. Mais j'ai repris les chiffres du Fonds monétaire international pour regarder la croissance. Alors, vous savez que la croissance, elle a chuté en 2020, puis elle est remontée en 2021. Et finalement, à des niveaux pas très lointains de ce qu'on avait juste avant. Mais en partant d'une base 100, je classe ici... donc, vous avez en abscisse l'excès de mortalité, les chiffres que je vous ai montrés jusqu'à présent par million de personnes pour l'Europe. Et en ordonnée, vous avez la croissance du PIB. Et c'est juste pour vous dire que cette diapositive a beaucoup, vous allez pouvoir la critiquer, il y a beaucoup d'autres événements, de choses qui ont pu influencer sur le PIB, etc. Mais vous aurez du mal à me faire croire qu'avoir pris des mesures strictes et avoir fermé a eu un impact sur l'économie quand on voit cette diapositive, parce que c'est plutôt l'inverse qu'elle montre. Et je rejoins ce que je vous disais sur le Danemark. Vous trouvez le Danemark ici avec un bilan humain excellent et un niveau de croissance qui est parmi les meilleurs en Europe. Et globalement, on a quelque chose qui est à peu près ça. Alors j'entends la Suède. La Suède, oui, se retrouve avec un niveau de croissance qui est pas mal, mais vous voyez que par rapport à des pays comparables, la Norvège, le Danemark et la Finlande, en termes de densité, etc., ils ont eu une mortalité beaucoup plus élevée. Donc l'idée de 2020... Là, je parle en excès. Excès, toutes causes confondues. Mmh. Là, je parle d'excès de mortalité, toutes causes confondues, et voilà, on se retrouve. Et la croissance, c'est 2021 par rapport à 2020? Non, je pars au 1er janvier 2020, et j'applique la baisse de croissance de 2020, puis la montée de 2021, donc c'est 2 ans cumulés. Voilà, donc les messages pour moi, ils sont très simples. Pour la prochaine crise, malheureusement, et j'espère qu'on n'aura pas l'occasion, avec des gens comme Jean-François, de se retrousser à nouveau les manches, je pense qu'on a donné. Mais pour moi, le message vraiment fondamental, c'est si on a la possibilité, si on a des données suffisamment fiables, telles que celles qu'on avait eues finalement, une fois qu'on s'était un peu rompu à l'exercice, qui nous montrent une situation qui est en train de se détériorer rapidement, agir tôt est la solution la meilleure, non seulement d'un point de vue sanitaire, ça c'est assez évident, mais également d'un point de vue économique. Je pense que quand même le Danemark et d'autres pays ont montré qu'il y avait un... On ne peut pas arriver avec cet argument de dire, en tout cas, c'est la santé contre l'économie. Je pense que ça ne tient pas. Maintenant, je suis d'accord que ce diagramme-là peut être critiqué. Voilà les messages que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Vous savez qu'on a une représentante du Danemark ici dans la salle, donc elle sera ravie. Et on vous remercie beaucoup. Une prévision pour la 8e vague ? Alors la 8e vague, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'elle va arriver parce que voilà, on arrive dans des conditions qu'on connaît maintenant de refroidissement, de populations qui vont être un petit peu plus dans des endroits à risque de transmission. L'amplitude de cette vague et notamment son impact hospitalier, parce que c'est ça quand même qui reste le plus important,
On est incapable de le dire aujourd'hui. Trop de paramètres par rapport à votre histoire d'infection passée, votre histoire de vaccination passée, la distance depuis la dernière injection. La seule chose que l'on peut faire activement et qui sera utile de toute façon, c'est se vacciner, faire sa dose de rappel pour les plus de 60 ans. On verra le timing en fonction un peu de la dynamique épidémique. Si rien ne bouge, on peut attendre avec la grippe, etc. Peut-être un peu plus tôt quand même, si la situation se tend. Mais ce booster, cette dose de rappel, est la seule chose que nous, on peut concrètement faire pour que cette prochaine vague ne soit pas impactante. Mais très difficile de vous dire quelle sera son amplitude. Intuitivement, j'ai envie de dire quand même qu'on est toujours sur les mêmes variants. Il n'y a rien qui se profile en dehors de BA5 qu'on a déjà connu. Et que j'ai bon espoir pour dire que l'impact ne sera pas aussi dur que ce qu'on a connu. Le plus dur est derrière nous, très vraisemblablement. Mais beaucoup d'incertitudes. Et un truc très simple à faire, c'est sa dose de rappel quand on a plus de 60 ans ou une comorbidité sévère. Ça, je pense que voilà, c'est vraiment le message. Merci.